Bonjour à tous, chers compatriotes, vous tous qui nous suivez sur www.tchangu.com, la web TV, la culture de l'excellence. Je reçois pour vous aujourd'hui et pour la énième fois, monsieur Félix Tshisekedi Chilombo. Il est donc le secrétaire national chargé aux relations extérieures de l'UDPS. Eh bien, nous allons parler des sujets majeurs, en tout cas de l'actualité, mais dans le vif, parce qu'on commente énormément pour le moment, c'est la rencontre Étienne Tshisekedi, Edem Kodjo. Pour certains, Edem Kodjo a échoué. Sa rencontre avec Étienne Tshisekedi ou Amulumba, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Non, mais moi je dirais que il est venu en exploration. Donc il voulait connaître notre position et il l'a eu. Donc échoué, non. Avant de venir, il n'avait pas dit qu'il avait un objectif quelconque à atteindre. C'est quelqu'un de respectable, un grand homme, un grand fils de l'Afrique et il faut lui rendre hommage déjà, en tout cas pour s'être comme ça déplacé, se couper en quatre morceaux pour nous, pour le Congo. Donc il lui faut du respect et j'insiste, nous le respectons énormément. Alors, vous dites que vous lui avez donné votre position, mais le commun de mortels voudrait savoir quelle était votre position. Ben, je crois que je l'ai moi-même publié parce que j'ai participé non seulement à la réunion, mais en plus j'ai été chargé de le faire. Donc la position elle est claire. Nous rejetons le dialogue proposé par Monsieur Kabila et surtout que celui-ci a été encouragé quelque part par la désignation de Monsieur Kodjo, hein, donc par le document désignant Monsieur Kodjo, qui était signé par Madame Zuma et dans lequel elle disait que c'était pour nous encourager à aller au dialogue initié par Monsieur Kabila. Ça, nous rejetons avec la dernière énergie. Nous redisons notre attachement à la Constitution et aux principes qui en découlent. Donc, respect des délais constitutionnels, alternance pacifique et démocratique au bout d'un processus électoral crédible. Donc voilà, nous sommes fermement attachés à ces principes-là. En tout cas, nous avons et nous sommes toujours dans cette démarche de vouloir obtenir un départ apaisé de M. Kabila et une entrée tonitruante du nouveau président élu. Nous pensons que le Congo le mérite et nous allons nous battre pour ça. Nous ne voulons pas de débordement, pas de violence, que tout se passe vraiment dans la fraternité et pour que le Congo soit grandi. Alors, mais pour ceux qui vous suivent en ce moment ici, ils voudraient comprendre une chose. Est-ce qu'on peut considérer que désormais, au niveau des UDPS, c'est fini avec cette histoire de dialogue, ou bien, dans une certaine mesure, parce que ce n'est pas clair lorsqu'on lit justement votre communiqué, c'est comme si quelque part, vous êtes toujours pro-dialogue, pour autant que ça rentre dans la feuille de route telle que initiée par vous-même ou le président Étienne Tshisekedi Wamulumba. Ça, c'est une très bonne question. Je vais commencer déjà par répondre en disant on ne peut jamais refuser le dialogue. Jamais. C'est un principe universel et universellement établi. Et même nos amis qui sont anti-dialogue, vous les entendrez quelque part vous dire le dialogue c'est bien, le dialogue c'est toujours bien. Donc là, nous sommes sur la même longueur d'onde, on ne peut pas refuser le dialogue. Mais vous allez remarquer que la situation a beaucoup évolué. Nous nous adressions jusque-là à la communauté internationale qui est représentée généralement par l'ONU. Notre président a écrit à 2 reprises et a saisi le secrétaire général de l'ONU. Nous n'avons jamais reçu de réponse véritable, ni même d'accusé de réception. Nous avons même été surpris d'entendre dans le dernier rapport de M. Ban Ki-moon de janvier dernier, nous l'avons entendu dire ou faire allusion aux 2 courriers que lui avait envoyés le président pour un peu ramasser tout ce qu'il y a comme problème au Congo. Et nous avons en vain attendu la désignation d'un facilitateur par l'ONU. Il y a eu un explorateur, M. Saïd Djinit,
qui a vu les uns et les autres. Et depuis qu'il est retourné faire son rapport, on ne l'a plus vu. Le hasard a fait que lors de notre invitation à l'investiture du président Kaboré au Burkina Faso, nous avions fait le voyage avec un des adjoints de M. Ban Ki-moon, le secrétaire général Feldman, le secrétaire général adjoint chargé des questions politiques, ça tombait bien, et avec qui nous avons taillé bavette pendant un assez bon bout de temps, parce qu'on a fait le voyage ensemble, et même dans l'avion, on a continué à parler. Et là, nous avons compris les difficultés qu'avait la communauté internationale à choisir ou à désigner un facilitateur. Il nous faisait comprendre clairement que l'ONU ne pouvait pas engager son honneur. Une institution aussi grande que l'ONU ne pouvait pas engager son honneur dans ce que M. Joseph Kabila leur imposait comme condition à la désignation d'un facilitateur. Donc nous avons compris qu'il y avait des entraves de ce côté-là et que nous n'obtiendrons rien. Ce qui est d'ailleurs vrai parce qu'après ça, l'ONU a refilé la patate chaude, comme on peut le penser, à l'Union africaine. Et donc à Madame Zuma. En dépit de l'explication que vous donnez, on pourrait aussi peut-être vivre ça comme un désaveu de la position de l'UDPS par rapport à ce dialogue. Non, pas du tout. Je vous ai dit qu'ils ont tenté. Je vous ai dit que le secrétaire général adjoint a dit « nous avons essayé ». Je vous ai dit que M. Djinit a été désigné pour explorer. C'est quand il a fait tout le tour de la question, qu'il a fait son rapport, qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, il y a un blocage du côté de M. Kabila. Il ne veut pas du dialogue tel que la communauté internationale le veut. Et donc, ils ne pourront pas non plus, eux, désigner un facilitateur qui viendrait pour satisfaire aux besoins de M. Kabila, qui sont, comme tout le monde le sait, d'obtenir un glissement, de changer la Constitution, bref, de se pérenniser au pouvoir. Et donc ça, l'ONU ne peut pas l'accompagner là-dedans, bien évidemment. Donc il refile la patate chaude à l'Union africaine espérant trouver une solution. Mais là déjà, ça commence mal parce que Mme Zuma qui désigne ou qui envoie M. Kodjo, moi je trouve qu'elle lui fait vraiment un cadeau empoisonné parce que M. Kodjo arrive avec un communiqué qui le décrit ou qui décrit sa mission comme étant celle de venir rassembler les forces politiques ou convaincre les forces politiques congolaises à aller au dialogue initié par Joseph Kabila, ce qui n'a rien à voir avec notre entendement du dialogue. Et c'est ce que nous avons tenu à dire à M. Kodjo, qui n'a pas eu en tout cas de réponse satisfaisante à notre endroit. Et donc nous concluons que ce dialogue est vraiment ce que nous en pensions. Donc je parle du dialogue de M. Kabila et donc nous le rejetons, nous confirmons le rejet. Donc avant la position que nous avions avant la rencontre égale la position que nous avons après. C'est ce que nous avons tenu à dire, c'est simple. Alors, c'est que je voudrais que c'est quand même une précision. Quand vous dites que le dialogue c'est une vertu, c'est bien de continuer à parler, même ceux qui sont au niveau de disons des anti-dialogues, ils reconnaissent les vertus du dialogue, mais on pourrait facilement vous répondre oui, mais le dialogue comme façon d'échanger, on peut comprendre. Mais ici nous sommes dans une posture de dialogue institution, c'est-à-dire qui est comme un passage obligé pour trouver une solution. Or, cette solution-là est envisagée avec une échéance quelque part. Et l'échéance est en train de courir. Donc, c'est pourquoi on pose la question, parce que vous avez déjà donné plusieurs ultimatums qui n'ont pas été respectés, et vu la situation telle qu'elle se présente pour le moment, est-ce que vous êtes toujours dans cette logique de ce dialogue institution pour trouver les problèmes entre Congolais, ou bien finalement il faut oublier cette histoire? Oui, je reste, je vous l'ai dit, je suis toujours dans cette logique, mais maintenant peut-être avec un autre contexte. Parce que manifestement, M. Kabila durcit le ton, durcit sa position et ne voudra jamais d'un dialogue dans lequel on va le convaincre à respecter les textes fondamentaux du pays, c'est-à-dire la Constitution. Et donc, puisqu'on n'en sera pas là, donc il faudrait utiliser des méthodes qui vont le pousser à s'en convaincre et donc à accepter de jouer le jeu. Et donc pour moi, c'est d'aller dans une sorte d'épreuve de force qui va de nouveau rétablir les rapports de force et lui montrer qu'il a intérêt à partir pacifiquement plutôt que
dans la violence, dans la brutalité, qui serait regrettable pour tous. Et si on vous comprend très bien, les preuves de force, ça pourrait être par exemple quoi? Parce qu'au sein même de l'UDPS, on a dit non, ben voilà, nous ne voulons pas parce qu'on ne veut pas mettre les enfants dans la rue pour qu'ils... Des actions pacifiques de tout genre, des actions pacifiques. Déjà, le rassemblement de tous ceux qui veulent le respect de la Constitution, c'est déjà un appel, ou je veux dire une démonstration de force, déjà. Un tel rassemblement, c'est déjà quelque chose, et je vais anticiper sur sûrement quelque chose que vous allez me demander. C'est pourquoi nous avons commencé à prendre langue avec certains amis de l'opposition, certains frères d'autres partis politiques. Vous m'avez vu sur des photos avec des images avec monsieur Vital Kamerhe, messieurs Vital Kamerhe et Moïse Katumbi. Ben, je crois que nous sommes en train déjà de discuter, d'échanger. On va y revenir justement parce que quand vous parlez des rassemblements, vous avez dit on vous a vu avec Moïse Katumbi et Vital Kamerhe, mais ce qui est un peu ambigu dans cette histoire, c'est que la position officielle de l'UDPS, c'est celle de ne pas faire partie du Front citoyen. Or, vous êtes avec des gens qui sont du Front citoyen. Est-ce qu'on pourrait comprendre que déjà c'est l'entame d'une action pour l'intégration de l'UDPS dans le Front citoyen? Enfin, Fabien, nous sommes Congolais d'abord, et tous les Congolais ont le droit de se rencontrer, de discuter. Moi, j'ai déjà rencontré des gens du camp de M. Kabila, sans être pour autant du camp de M. Kabila. Nous avons eu des séances de travail à 2 reprises à Venise et Ibiza, avec des émissaires de M. Kabila, mais est-ce que ça faisait de nous pour autant des gens de ce camp-là? Non, nous sommes Congolais. Mais ici c'est différent, excusez-moi de vous couper, ici c'est différent. De vous rencontrer et de parler du pays. Oui, mais tout à fait normal, mais... Quel est le texte de loi qui interdit ça? Non, il n'y a pas interdiction, mais la seule différence, c'est qu'ici, vous avez une action commune. On vous a vu lancer un slogan, Pasinayo, Pasinanga, Pasinange, Pasinamono, Mate Soyako, ainsi de suite. Maintenant, c'est-à-dire que là, vous êtes dans une action commune. Vous avez commencé des actions communes avec l'UNC, avec Moïse Katumbi, certainement les deux qui sont du Front citoyen. Or, c'est vous qui êtes à l'extérieur du Front citoyen. Donc, on pourrait comprendre que désormais, s'il n'y a pas un autre son de cloche au niveau de l'UDPS, donc l'UDPS et les autres sont pratiquement sous la même longueur d'onde en ce qui concerne les actions Front citoyen. Écoutez, d'abord, je ne pense pas qu'il faille faire partie du Front citoyen pour commencer à comprendre qu'il faut se mettre ensemble et lutter contre une certaine tendance à vouloir ramener la dictature dans notre pays. Je ne pense pas. Ensuite, je ne suis pas, moi, président de l'UDPS, et ce n'est pas à moi qu'appartient la décision d'adhérer ou pas au Front citoyen. Et enfin, je vous dirais, nous n'avons aucune... il n'y a aucune hostilité à l'égard du Front citoyen, parce que les initiateurs du Front citoyen, notamment les jeunes de Filimbi et d'autres personnalités de la société civile, je pense ici à monsieur Paul Nsapou du FIDH, ont déjà été reçus et à plusieurs reprises par monsieur Etienne Tshisekedi, notre président, depuis qu'il y a eu cette réunion de l'île de Gorée. Donc c'est vous dire que nous ne sommes pas du tout en rupture avec eux. Donc ils vont dans le même sens que nous. On peut avoir une convergence parallèle, chacun dans son camp, mais visant le même objectif. Donc ça, il n'y a aucun problème. Donc, on n'a pas besoin de décréter ici. Et c'est donc pareil pour messieurs Kamerhe et Katumbi que j'ai rencontrés. C'est parce que à un moment donné, nous nous disons, ce qui nous rassemble est plus important et plus nombreux, en tout cas, que ceux qui nous divisent. Donc autant alors aller vers ceux qui nous rassemblent. C'est beau à entendre, mais en même temps, pour ceux qui ont suivi l'évolution au niveau du DPS, surtout en ce qui concerne les actions à mener avec les autres forces de l'opposition, très souvent, on vous a mis dans une situation d'inutilité marginale par rapport à la position du parti. Vous êtes allé à Gorée. Après, il y a eu un communiqué du parti que vous êtes allé à titre personnel. Aujourd'hui, vous êtes avec Moïse Katumbi et Vital Kamerhe.
Et la première question, c'est toujours à titre personnel. Est-ce qu'il n'y a pas encore à craindre que demain nous apprenions que non, mais voilà, l'UDPS se distance de la position ou disons de l'attitude de Félix Tshisekedi par rapport à ses pairs politiques qui ont été précités ici? Bon, vous avez utilisé un terme qui m'a un petit peu étonné. Vous parlez d'utilité marginale, ça m'étonne. Le premier diplomate du parti peut être d'une utilité marginale au sein de sa formation. Ça m'étonnerait. Dans l'hypothèse où il y a eu contestation de votre engagement par rapport aux pro-citoyens. Ceux qui ont contesté, d'abord, ils en ont le droit. Hein, je n'ai pas à leur empêcher de le faire. Et ensuite, à mon avis, ils étaient dans l'ignorance. Parce qu'à partir du moment où on sait que le président du parti se trouve en ce moment à Bruxelles, avant de faire une telle sortie, on se renseigne d'abord auprès du président pour savoir s'il était au courant de cette démarche et si, oui ou non, il l'avait autorisé. Et c'est quand on a la confirmation que le président ne l'avait pas autorisé qu'on peut dire il s'y était rendu à titre personnel et puis. Donc moi, avant de partir à Gorée, j'en ai parlé au président, je suis allé lui dire au revoir, la veille de mon voyage, et à mon retour, le même jour, après m'être reposé, je suis rentré le voir pour lui faire rapport de ce que j'ai fait. Ce que je n'avais pas obtenu de lui et que j'ai toujours dit, c'est le mandat d'engager l'UDPS dans le Front citoyen. Et je l'ai toujours dit. J'ai signé la déclaration parce que elle reprenait toutes les idées, les aspirations, enfin de toutes ces résolutions que nous avions voté, adopté, mais je n'avais pas le mandat de signer l'engagement du parti dans le Front citoyen. Et je l'ai dit dans le forum, tous les amis qui ont participé vous le confirmeront, je l'ai dit, j'ai dit, je m'abstiens parce que je n'ai pas reçu ce mandat. Certains d'ailleurs, des amis disaient, ah non, mais écoutez, laissez-le prendre quelques minutes, allez appeler le président en Belgique. Je dis non, ça se passe pas comme ça, je dois faire un rapport complet de la situation avant et puis ça se passera pas par téléphone, ça se fait pas comme ça. Donc voilà. Est-ce que ceci ne démontre pas une lutte d'influence entre le secrétariat national du parti et le secrétaire national aux relations extérieures? Non, pas du tout. Je crois qu'il y a eu simplement des maladresses. Ça arrive, c'est humain. Ce sont des maladresses. Vous savez, nous apprenons tous la politique, nous apprenons tous la technique de communication, etc. On ne maîtrise pas tout ça tous les jours. Donc, c'est normal. On peut. Et puis vous, les journalistes, on vous connaît. Hein, donc, vous avez toujours des petites questions comme ça pernicieuses. Il se pourrait que, bon, on ait taquiné l'auteur de ces propos en lui posant quelque chose qui a dû le pousser à devoir se mettre sur la défensive en disant ah non écoutez ça n'engage que Félix, etc. Donc c'est pour ça que je dis c'est par ignorance à mon avis qu'il l'a fait, parce que on ne peut pas remettre en cause une autorisation donnée par le président. Alors, vous avez rencontré Vital Kamerhe, vous avez rencontré Moïse Katumbi. Est-ce que c'est les débuts d'un partenariat politique ou bien c'est tout simplement par rapport à l'objectif de l'alternance? Moi, je ne vais pas vous le cacher, mais c'est mon avis, évidemment pas celui de l'UDPS. Oui, je voudrais que ce soit le début d'un partenariat. D'autant plus que mes interlocuteurs, eux, sont d'accord avec ce partenariat et l'offre à l'UDPS. Donc moi je crois que oui, il faut le faire. Pourquoi il faut le faire? Pas pour faire plaisir uniquement à M. Kamerhe et M. Katumbi, mais parce que je crois qu'ils ont compris comme nous que la nation est en danger. La nation a besoin que ses filles et ses fils qui veulent vraiment son bien, qui veulent vraiment que les choses changent dans le sens que nous souhaitons tous, se mettent ensemble et parlent le même langage. Parce que, vous savez, je l'ai dit ici, le premier diplomate du parti, j'ai beaucoup bourlingué, comme on dit, beaucoup voyagé. J'ai rencontré beaucoup de monde. Et à chaque fois, les mêmes questions reviennent. Et il y a même une chose qui a commencé à me choquer, c'est qu'on parle d'absence, d'alternance face à Joseph Kabila. Donc, comme si au Congo, il y avait personne qui pouvait incarner le changement, la continuité de l'État. C'est grave. Donc,
on commence comme ça et on sait comment ça se termine. Ça se termine comment? Ben, par l'autorisation à M. Kabila de violer la Constitution et de s'imposer contre la vie des Congolais. C'est dangereux. Donc, montrons à ceux qui pensent comme ça, heureusement d'ailleurs que c'est pas encore les tout grands, hein, montrons à ceux-là qui sont complètement, j'allais dire, vraiment en train de se tromper, mais alors, c'est même du mépris pour nous, pour notre intelligence. Donc, mettons-nous ensemble, montrons déjà qu'on peut parler entre filles et fils du Congo qui veulent le changement, le même langage, et avançons ensemble. Donc, pour vous, ce partenariat pour le besoin de la cause, en tout cas, est envisageable, même envisagé, si je vous comprends très très bien. Mais pour vous, bien entendu, vous n'engagez pas vos l'UDPS, voilà, à titre personnel. Mais maintenant, dans ce partenariat, à un certain moment, Moïse Katumbi avait parlé d'une candidature commune. Vous l'avez rencontré à Paris. Après, à Lubumbashi, il a en tout cas reprécisé sur France 24, si je ne m'abuse, ses positions. Mais vous avez fait une sortie en disant que ben non, l'idée de la candidature commune de l'opposition n'était pas envisageable du moment où chacun avait sa feuille de route en tant que parti politique. On pourrait donc considérer que maintenant c'est de l'ancienne histoire? Bon, écoutez, mais c'est ça aussi l'union. Hein. Ça doit se faire dans la divergence, dans la diversité, pas la divergence, dans la diversité. Chacun doit rester comme il est, naturel. On ne doit pas embrigader les gens. Non, c'est ça la démocratie que nous voulons au Congo. Ensemble, mais dans chacun, donc dans leur diversité. On ne doit pas imposer aux gens. Mais à partir du moment où nous sommes d'accord avec les grands principes, c'est tant mieux. Donc pour revenir à ce problème des primaires, moi je disais tout simplement, je me posais en fait la question à haute voix en disant mais comment est-ce que ça va s'organiser? Parce que des primaires, si on veut imiter les Français ou les Américains, d'ailleurs ça se passe actuellement aux États-Unis, vous voyez que il faut qu'on ait des militants. Ceux qui votent, ce sont les militants qui ont des cartes d'appartenance à leur parti politique. Mais ici, ça va se passer comment? Est-ce que tout le monde a des cartes d'appartenance? Et puis, je posais la question de savoir, mais pour des grands partis comme nous, l'UDPS par exemple, qui sommes représentés partout sur le territoire de la République démocratique du Congo, est-ce que nous allons avoir le même poids dans un tel forum avec un parti qui n'est, par exemple, qui n'a peut-être un ancrage que à Kinshasa, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est ça que je posais comme question. Comment ça va se passer? Il y aura des difficultés par rapport à ça. Et qui va voter? Est-ce les présidents eux-mêmes ou leurs militants? Et donc, si les militants doivent voter, l'UDPS a déjà parti gagné. Parce que tous nos militants, évidemment, vont voter pour notre candidat. Donc, vous voyez, je pense il y aura beaucoup de difficultés à cela. D'ailleurs, on a eu l'occasion d'en parler de la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Et je crois d'ailleurs que la situation a beaucoup évolué. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, la situation a beaucoup évolué en espérant que pour une fois, en tout cas, ou cette fois-ci, il n'y aura pas des gens qui sont avec vous, mais qui peut-être ont d'autres agendas après. Alors, que pensez-vous du fait... Ça, vous savez, on ne peut rien contre ça. Hein. On ne peut rien. Il n'y a aucune technique, aucune précaution qu'on peut prendre contre ça. Impossible. Nous gardons le peuple comme seul juge. Celui qui torpille l'engagement, ben il récoltera ce qu'il aura semé. Regardez dans l'histoire du pays, l'histoire récente en plus. Nous avons connu ça avec l'Union sacrée. Ceux qui ont torpillé l'Union sacrée, comment est-ce qu'ils ont terminé? Souvenez-vous? Il est en fait que le temps est en train de courir par rapport à votre feuille de route, par rapport aussi, disons, à tout ce qui est escompté par l'opposition. Maintenant, demain, après-demain, nous sommes au mois de mai, demain, après-demain, nous sommes au mois de juillet, et ainsi de suite, mois de novembre, jusque-là, il n'y a pas de calendrier. Qu'est-ce que vous comptez faire s'il n'y a pas élection en République démocratique du Congo? Je vous rappelle que selon une note interne de la CENI, annoncée dans une certaine mesure par le ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab, que la révision des fichiers électoraux commence le 10 février et pourra durer entre 13 et 16 mois, ce qui nous amène, bien entendu, en 2017. Alors, le glissement est dans une certaine mesure acté. Qu'allez-vous faire?
Nous n'accepterons pas le glissement, ça c'est clair. Qu'allons-nous faire? Évidemment, c'est pas ici le lieu de dire à l'adversaire quelle surprise nous lui avons concoctée, évidemment. Mais ce qui est vrai, c'est que nous n'allons pas, en tout cas nous à l'UDPS, nous n'allons pas le tolérer. Nous n'accepterons pas de glissement, d'autant plus que ceux qui sont les auteurs de ce glissement, c'est ceux qui sont au pouvoir actuellement, qui ont tout fait pour ralentir la machine, qu'on n'en arrive pas là, et qui en fait sont en train de nous rire au nez en disant ben voilà, venez nous chercher quoi. Donc je trouve que c'est non seulement de la provocation, mais c'est même un jeu dangereux auquel ils jouent. Ils ne retiennent aucune leçon de l'histoire de ce pays et même du monde, parce que on ne s'est pas moqué comme ça tout le temps de tout le monde et pendant un temps indéfini. Il arrivera le moment où ils arrêteront de rigoler. Et c'est ce que nous voulons leur éviter. Maintenant, eux, ils pensent que nous les détestons ou que nous les combattons, mais ce n'est pas vrai. Nous voulons sauvegarder la paix, la sérénité, la stabilité de notre pays. Il ne faut pas qu'à toutes les échéances, ce soit des occasions pour... des occasions de deuil, des occasions de malheur, comme des blessures ou par balle, etc., ou des bagarres inter-bandes ou inter-tribales. Voilà, donc il faut vraiment éviter tout ça, et je pense que nous allons tout mettre en œuvre pour l'éviter, et je suis sûr que nous allons y réussir. J'espère que vous serez en tout cas entendu. Nous allons terminer parce que normalement nous avons cette émission pour au moins 30 minutes. Quelques questions d'actualité. Vous allez réagir notamment à l'annonce du verdict en ce qui concerne l'affaire Jean-Pierre Bemba à La Haye. Jean-Pierre Bemba qui est un poids lourd de l'opposition. Soyez sincères, vous voulez l'avoir avec vous comme concurrent politique ou bien vous voulez le voir peut-être écarté de la course à la magistrature suprême? Bah, écoutez, moi, ma sincérité, moi, je vous la renvoie dans mes dires. Moi, depuis toujours, j'ai dit, ce fils du pays est gardé injustement dans les geôles de la CPI. Et c'est révoltant parce que il a perdu maintenant 7 ans de sa vie pour une affaire loufoque. Enfin, je trouve que c'est choquant. Il mérite de sortir de là, et tant mieux, surtout pour sa famille. Je sais ce que c'est que d'avoir un père emprisonné injustement. Je sais ce que c'est. Donc, je serais vraiment heureux pour les siens qu'il soit libre. Après ça, bon, s'il choisit de nous rejoindre, gloire à Dieu. S'il choisit d'aller dans le camp de nos concurrents, mais c'est ça la démocratie, c'est ça que nous voulons. Que le peuple s'exprime. S'il va dans le camp de nos adversaires, tant mieux. Il peut aussi choisir son camp, un camp médian. Il est libre. Oui, par exemple, il peut. Vous savez, notre bagarre, notre combat, nous, depuis que l'UDPS est né, depuis que 13 valeureux fils de ce pays avaient lancé la fameuse lettre ouverte, et puis qui a ensuite engendré l'UDPS et tout ce qu'on connaît. Mais notre combat, c'est pour avoir un état de droit, pas un état de privilège avec une clique qui a des avantages et les autres qui sont désavantagés. Non. Nous voulons les règles du jeu, les mêmes règles du jeu pour tout le monde. Et c'est ça notre combat aujourd'hui. C'est ça que nous essayons d'expliquer à Kabila. Qu'il aura sa place dans la République de demain s'il joue le jeu. Le pouvoir, c'est pas simplement fait pour une catégorie de gens et pas pour les autres. Le pouvoir, c'est quand le peuple décide de vous l'attribuer. C'est ça que nous voulons. À partir de ce moment-là, fraternellement, nous irons à la compétition, et celui qui gagne, ce sera une victoire pour le Congo. Nous allons tous l'accompagner, le respecter en tant que président ou présidente de la République pendant le mandat qui sera le sien. Et ensuite, on va aller à des échéances et ainsi de suite. Pendant des siècles et des siècles, voilà, le pays va enfin connaître sa stabilité. C'est ça que nous voulons. Donc vraiment, pour Jean-Pierre Bemba, je lui souhaite toutes les bonnes choses, sa libération. J'espère que, en tout cas, j'aurai l'occasion d'aller le saluer, de le lui dire de vive voix.
Voilà, donc vraiment, je le souhaite de tout cœur, absolument. Alors, par rapport à l'alternance, ça sera la dernière question. En 2011, je me souviens encore vous avoir fait une proposition. Je ne sais pas si vous vous en souvenez encore. J'en ai même parlé à Vital Caméré quand il a fait une conférence à l'hôtel Ton. On s'est dit, mais parce que les hommes politiques congolais, vous ne me faites pas confiance, est-ce qu'il n'y a pas moyen de battre campagne avec un gouvernement préformé? C'est-à-dire, on sait que tel sera président de la République, tel autre premier ministre, tel autre président de l'Assemblée nationale, et ainsi de suite. Ça mettrait le camp en face dans une situation aussi de fait accompli, parce que vous êtes déjà organisé. Est-ce que maintenant, quand vous allez ensemble comme ça, pour éviter qu'il y ait des fissures après, vous êtes garanti des postes, parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit, il ne faudra pas qu'on puisse le nier, ou des rôles en ce qui concerne l'après-alternance, si jamais elle a lieu, ou même bien avant l'alternance, pour que vous puissiez la conquérir en tout cas ensemble. Est-ce que vous êtes déjà garanti des rôles qui feront que, ben voilà, qu'il n'y ait pas après des gens qui soient frustrés, qui peut-être vont encore danser du côté de l'autre camp? Vous savez, moi, je crois que ce n'est pas ça. C'est pas une question de confiance qu'on se fait. Oui, il y a peut-être de ça dans ce que vous dites, mais la vraie raison, moi, je crois qu'elle a toujours été extérieure. Pas extérieure dans le sens de la communauté internationale, mais extérieure à cet engouement qui doit nécessairement nous pousser les uns et les autres à nous mettre ensemble. Je m'explique. Très souvent, c'est le pouvoir, par exemple, contre lequel on doit se liguer pour aller ensemble le battre. C'est ce pouvoir qui organise justement la division, comment on va dire, la diffamation entre les uns et les autres. Il donne une telle information fausse à celui-là et puis qui est répétée par l'autre et puis hop, il y a méfiance, etc. Voilà. Le pouvoir joue sur ces clivages. Certains diront que c'est de bonne guerre. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même une avancée. Ça, c'est pour essayer de répondre à votre question. Il y a une avancée parce qu'on s'est parlé franchement. On s'est dit les choses franchement. Qu'est-ce que vous êtes? Donc, je ne vais pas... Oui, mais je ne sais pas ici que je vais le dire. D'abord, je n'ai pas l'autorisation ni de Moïse ni de Vital pour le faire. Donc, je ne vais pas le dire. Mais on a discuté franchement. On s'est dit les choses franchement. Maintenant, comme vous dites, c'est une question d'honneur, de respect de la parole donnée. Et jusque-là, je n'ai aucune raison de douter de la parole donnée. Le même jour, le lendemain de ce jour-là, parce que je n'avais pas pu voir le président ce jour-là, le lendemain, j'ai été lui faire rapport au président Étienne Tshisekedi. Donc, je crois que, comme je vous l'ai dit, nous sommes en train de bâtir quelque chose d'historique, du moins je l'espère, et de salvateur pour le pays. Du moins, vraiment, je dis, je l'espère. Vous l'espérez, mais en même temps, à vous entendre parler, c'est comme si ça se limite à ces trois personnes. Donc, est-ce qu'on peut comprendre que finalement c'est une affaire de Katumbi, Kamere et Tshisekedi, ou bien finalement d'autres personnes pourront venir se greffer Parce que voilà, c'est comme ça que on crée ce que vous pensez là, le manque de confiance. Pas du tout, pas du tout, parce que les uns et les autres auront le devoir de parler à leurs amis. Et moi, je vais le faire avec nos amis. Je l'ai déjà annoncé à notre frère Lisanga Bonganga, que je vais avoir au téléphone, je pense, si tout va bien ce soir, pour lui expliquer la teneur de tout cela. Donc, je redis encore, je crois que nous sommes en train de bâtir quelque chose d'historique, et j'espère que ce le sera. C'est ce que tout le monde certainement espère, en tout cas du moins ceux qui sont au niveau de la recherche et de l'alternance en République démocratique du Congo. Monsieur Félix Etienne Tshisekedi, qu'est-ce que je dis, Monsieur Félix
Antoine Tshisekedi, je vous remercie en tout cas de l'entretien que vous nous avez accordé. Et on ne finirait pas cette émission sans quand même pouvoir parler des léopards de la République démocratique du Congo qui ont réalisé un parcours élogieux au championnat d'Afrique des nations. Vous avez sauté avec comme tout le monde ou bien vous êtes de ceux qui souhaitaient l'échec pour justement mettre peut-être le pouvoir en place dans une situation inconfortable? Non, pas cette fois-ci, parce qu'il m'est arrivé parfois de le faire parce que je souhaitais pas que le pouvoir récupère ça, mais pas cette fois-ci. Cette fois-ci, j'étais content parce que moi, ce qui m'a le plus fait plaisir, c'est la joie des Congolais. C'est tout ce que je dirais. Cette joie m'a fait plaisir. Donc, ils sont restés conscients des problèmes du pays, malgré l'événement, malgré cette joie immense, cette liesse qu'il y avait, cette raison à s'oublier, à oublier même les raisons, les problèmes, leurs vrais problèmes quotidiens. Mais non, ils sont restés lucides. Et ils ont rappelé certaines choses. C'est magnifique. Moi, vraiment, j'en redemande. Vraiment. Vous en redemandez pour la finale. Voilà, merci en tout cas, c'est par là que nous allons finir cette émission. En même temps, aussi nous souhaitons en tout cas la victoire à notre équipe nationale, les Léopards de la République démocratique du Congo. En tout cas, merci également à vous tous de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris certainement pour une autre émission et d'ici là, portez-vous très très bien, Monsieur Tshisekedi. Merci. Merci Fabien Kouswanika, merci à tous vos téléspectateurs, enfin les internautes. Moi, ce que je voudrais dire aux Congolais, c'est que cette année est une année déterminante, une année charnière pour la République. Il ne faut pas qu'on rate le virage du changement, le virage du mieux-être des Congolais, parce que par changement, si nous réussissons ce changement, c'est-à-dire une alternance pacifique, une alternance démocratique, ça voudra dire que le Congo aura fait un pas dans son expérience d'état de droit. Et à ce moment-là, les filles et les fils du Congo seront apaisés, seront sûrs de vivre dans un pays qui va protéger leurs droits et leurs libertés. En tout cas, je salue les léopards et les encourage à nous ramener la coupe, d'une part, et d'autre part, je demande aux Congolais, tous les Congolais, de quelque bord politique qu'ils soient, de mettre d'abord les intérêts du pays avant les leurs. Je vous remercie. Bonjour à tous, chers compatriotes, vous tous qui nous suivez sur www.tchangu.com, la web TV, la culture de l'excellence. Je reçois pour vous aujourd'hui et pour la énième fois, monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Il est donc le secrétaire national chargé aux relations extérieures de l'UDPS. Eh bien, nous allons parler des sujets majeurs, en tout cas de l'actualité, mais dans le vif, parce qu'on commente énormément pour le moment, c'est la rencontre Étienne Tshisekedi, Edem Kodjo. Pour certains, Edem Kodjo a échoué. Sa rencontre avec Étienne Tshisekedi ou Amulumba, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Non, moi je dirais qu'il est venu en exploration. Donc il voulait connaître notre position et il l'a eu. Donc échoué, non. Avant de venir, il n'avait pas dit qu'il avait un objectif quelconque à atteindre. C'est quelqu'un de respectable, un grand homme, un grand fils de l'Afrique et il faut lui rendre hommage déjà, en tout cas pour s'être comme ça déplacé, se couper en 4 morceaux pour nous, pour le Congo. Donc il lui faut du respect et j'insiste, nous le respectons énormément. Alors, vous dites que vous lui avez donné votre position, mais le commun de mortels voudrait savoir quelle était votre position. Je crois que je l'ai moi-même publié parce que j'ai participé non seulement à la réunion, mais en plus j'ai été chargé de le faire. Donc la position elle est claire. Nous rejetons le dialogue proposé par Monsieur Kabila et surtout que celui-ci a été encouragé quelque part
par la désignation de M. Kodjo, hein, donc par le document désignant M. Kodjo, qui était signé par Mme Zuma et dans lequel elle disait que c'était pour nous encourager à aller au dialogue initié par M. Kabila. Ça, nous rejetons avec la dernière énergie. Nous redisons notre attachement à la Constitution et aux principes qui en découlent. Donc, respect des délais constitutionnels, alternance pacifique et démocratique au bout d'un processus électoral crédible. Donc voilà, nous sommes fermement attachés à ces principes-là. En tout cas, nous avons et nous sommes toujours dans cette démarche de vouloir obtenir un départ apaisé de M. Kabila et une entrée tonitruante du nouveau président élu. Nous pensons que le Congo le mérite et nous allons nous battre pour ça. Nous ne voulons pas de débordement, pas de violence, que tout se passe vraiment dans la fraternité et pour que le Congo soit grandi. Alors, mais pour ceux qui vous suivent en ce moment ici, ils voudraient comprendre une chose. Est-ce qu'on peut considérer que désormais, au niveau des UDPS, c'est fini avec cette histoire de dialogue, ou bien, dans une certaine mesure, parce que ce n'est pas clair lorsqu'on lit justement votre communiqué, c'est comme si quelque part, vous êtes toujours pro-dialogue, pour autant que ça rentre dans la feuille de route telle que initiée par vous-même ou le président Étienne Tshisekedi Wamulumba. Ça, c'est une très bonne question. Je vais commencer déjà par répondre en disant on ne peut jamais refuser le dialogue. Jamais. C'est un principe universel et universellement établi. Et même nos amis qui sont anti-dialogue, vous les entendrez quelque part vous dire le dialogue c'est bien, le dialogue c'est toujours bien. Donc là, nous sommes sur la même longueur d'onde, on ne peut pas refuser le dialogue. Mais vous allez remarquer que la situation a beaucoup évolué. Nous nous adressions jusque-là à la communauté internationale qui est représentée généralement par l'ONU. Notre président a écrit à 2 reprises et a saisi le secrétaire général de l'ONU. Nous n'avons jamais reçu de réponse véritable, ni même d'accusé de réception. Nous avons même été surpris d'entendre dans le dernier rapport de M. Ban Ki-moon de janvier dernier, nous l'avons entendu dire ou faire allusion aux 2 courriers que lui avait envoyés le président pour un peu ramasser tout ce qu'il y a comme problème au Congo. Et nous avons en vain attendu la désignation d'un facilitateur par l'ONU. Il y a eu un explorateur, M. Saïd Djinit, qui a vu les uns et les autres, et depuis qu'il est retourné faire son rapport, on ne l'a plus vu. Le hasard a fait que lors de notre invitation à l'investiture du président Kaboré au Burkina Faso, nous avions fait le voyage avec un des adjoints de M. Ban Ki-moon, le secrétaire général Feldman, le secrétaire général adjoint chargé des questions politiques, ça tombait bien, et avec qui nous avons taillé bavette pendant un assez bon bout de temps, parce qu'on a fait le voyage ensemble, et même dans l'avion, on a continué à parler. Et là, nous avons compris les difficultés qu'avait la communauté internationale à choisir ou à désigner un facilitateur. Il nous faisait comprendre clairement que l'ONU ne pouvait pas engager son honneur. Une institution aussi grande que l'ONU ne pouvait pas engager son honneur dans ce que M. Joseph Kabila leur imposait comme condition à la désignation d'un facilitateur. Donc nous avons compris qu'il y avait des entraves de ce côté-là et que nous n'obtiendrons rien. Ce qui est d'ailleurs vrai parce qu'après ça, faire plaisir uniquement à M. Kamer et M. Katumbi, mais parce que je crois qu'ils ont compris comme nous que la nation est en danger. La nation a besoin que ses filles et ses fils qui veulent vraiment son bien, qui veulent vraiment que les choses changent dans le sens que nous souhaitons tous, se mettent ensemble et parlent le même langage. Parce que vous savez, je l'ai dit ici, le premier diplomate du parti, j'ai beaucoup bourlingué, comme on dit, beaucoup voyagé. J'ai rencontré beaucoup de monde et à chaque fois, les mêmes questions reviennent. Et il y a même une chose qui a commencé à me choquer, c'est qu'on parle d'absence
d'alternance face à Joseph Kabila. Donc, comme si au Congo, il y avait personne qui pouvait incarner le changement, la continuité de l'État. C'est grave. Donc, on commence comme ça et on sait comment ça se termine. Ça se termine comment? Ben, par l'autorisation à M. Kabila de violer la Constitution et de s'imposer contre la vie des Congolais. C'est dangereux. Donc, montrons à ceux qui pensent comme ça, heureusement d'ailleurs que ce n'est pas encore les tout grands, hein, montrons à ceux-là qui sont complètement, j'allais dire, vraiment en train de se tromper, mais alors, et c'est même du mépris pour nous, pour notre intelligence. Donc, mettons-nous ensemble, montrons déjà qu'on peut parler entre filles et fils du Congo qui veulent le changement, le même langage, et avançons ensemble. Donc, pour vous, ce partenariat pour le besoin de la cause, en tout cas, est envisageable, même envisagé, si je vous comprends très très bien. Mais pour vous, bien entendu, vous n'engagez pas vos l'UDPS, voilà, à titre personnel. Mais maintenant, dans ce partenariat, à un certain moment, Moïse Katumbi avait parlé d'une candidature commune. Vous l'avez rencontré à Paris. Après, à Lubumbashi, il a en tout cas reprécisé sur France 24, si je ne m'abuse, ses positions. Mais vous avez fait une sortie en disant que ben non, l'idée de la candidature commune, l'opposition n'était pas envisageable du moment où chacun avait sa feuille de route en tant que parti politique. On pourrait donc considérer que maintenant c'est d'ancienne histoire? Bon, écoutez, mais c'est ça aussi l'union. Hein. Ça doit se faire dans la divergence, dans la diversité, pas la divergence, dans la diversité. Chacun doit rester comme il est, naturel. On ne doit pas embrigader les gens. Non, c'est ça la démocratie que nous voulons au Congo. Ensemble, mais dans chacun, donc dans leur diversité. On ne doit pas imposer aux gens. Mais à partir du moment où nous sommes d'accord avec les grands principes, c'est tant mieux. Donc pour revenir à ce problème des primaires, moi je disais tout simplement, je me posais en fait la question à haute voix en disant mais comment est-ce que ça va s'organiser? Parce que des primaires, si on veut imiter les Français ou les Américains, d'ailleurs ça se passe actuellement aux États-Unis, vous voyez que il faut qu'on ait des militants. Ceux qui votent, ce sont les militants qui ont des cartes d'appartenance à leur parti politique. Mais ici, ça va se passer comment? Est-ce que tout le monde a des cartes d'appartenance? Et puis, je posais la question de savoir, mais pour des grands partis comme nous, l'UDPS par exemple, qui sommes représentés partout sur le territoire de la République démocratique du Congo, est-ce que nous allons voir le même poids dans un tel forum avec un parti qui n'est, par exemple, qui n'a peut-être un ancrage que à Kinshasa, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est ça que je posais comme question. Comment ça va se passer? Il y aura des difficultés par rapport à ça. Et qui va voter? Est-ce les présidents eux-mêmes ou leurs militants? Et donc, si les militants doivent voter, l'UDPS a déjà parti gagné. Parce que tous nos militants, évidemment, vont voter pour notre candidat. Donc, vous voyez, je pense il y aura beaucoup de difficultés à cela. D'ailleurs, on a eu l'occasion d'en parler de la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Et je crois d'ailleurs que la situation a beaucoup évolué. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, la situation a beaucoup évolué en espérant que pour une fois, en tout cas ou cette fois-ci, il n'y aura pas des gens qui sont avec vous, mais qui peut-être ont d'autres agendas après. Alors, que pensez-vous du fait... Ça, vous savez, on ne peut rien contre ça. Hein. On ne peut rien. Il n'y a aucune technique, aucune précaution qu'on peut prendre contre ça. Impossible. Nous gardons le peuple comme seul juge. Celui qui torpille l'engagement, ben il récoltera ce qu'il aura semé. Regardez dans l'histoire du pays, l'histoire récente en plus. Nous avons connu ça avec l'Union sacrée. Ceux qui ont torpillé l'Union sacrée, comment est-ce qu'ils ont terminé? Souvenez-vous? Il est en fait que le temps est en train de courir par rapport à votre feuille de route, par rapport aussi, disons, à tout ce qui est escompté par l'opposition. Maintenant, demain, après-demain, nous sommes au mois de mai, demain, après-demain, nous sommes au mois de juillet, et ainsi de suite, mois de novembre, jusque-là, il n'y a pas de calendrier. Qu'est-ce que vous comptez faire s'il n'y a pas élection en République démocratique du Congo? Je vous rappelle que selon une note interne de la CENI,
annoncé dans une certaine mesure par le ministre de l'Intérieur Évariste Bochab que la révision des fichiers électoraux commence le 10 février et pourra durer entre 13 et 16 mois, ce qui nous amène, bien entendu, en 2017. Alors, le glissement est dans une certaine mesure acté. Qu'allez-vous faire? Nous n'accepterons pas le glissement, ça c'est clair. Qu'allons-nous faire? Évidemment, c'est pas ici le lieu de dire à l'adversaire quelle surprise nous lui avons concoctée, évidemment. Mais ce qui est vrai, c'est que nous n'allons pas. L'ONU a refilé la patate chaude, comme on peut le penser, à l'Union africaine. Et donc à Madame Zuma. En dépit de l'explication que vous donnez, on pourrait aussi peut-être vivre ça comme un désaveu de la position de l'UDPS par rapport à ce dialogue. Non, non, pas du tout. Je vous ai dit qu'ils ont tenté. Je vous ai dit que le secrétaire général adjoint a dit « nous avons essayé ». Je vous ai dit que M. Djinit a été désigné pour explorer. C'est quand il a fait tout le tour de la question, qu'il a fait son rapport, qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, il y a un blocage du côté de M. Kabila. Il ne veut pas du dialogue tel que la communauté internationale le veut. Et donc, ils ne pourront pas non plus, eux, désigner un facilitateur qui viendrait pour satisfaire aux besoins de M. Kabila, qui sont, comme tout le monde le sait, d'obtenir un glissement, de changer la Constitution, bref, de se pérenniser au pouvoir. Et donc ça, l'ONU ne peut pas l'accompagner là-dedans, bien évidemment. Donc, il refile la patate chaude à l'Union africaine, espérant trouver une solution. Mais là, déjà, ça commence mal parce que Madame Zuma qui désigne ou qui envoie M. Kodjo, moi, je trouve qu'elle lui fait vraiment un cadeau empoisonné parce que M. Kodjo arrive avec un communiqué qui le décrit ou qui décrit sa mission comme étant celle de venir rassembler les forces politiques ou convaincre les forces politiques congolaises à aller au dialogue initié par Joseph Kabila, ce qui n'a rien à voir avec notre entendement du dialogue. Et c'est ce que nous avons tenu à dire à M. Kodjo, qui n'a pas eu, en tout cas, de réponse satisfaisante à notre endroit. Et donc, nous concluons que ce dialogue est vraiment ce que nous en pensions. Donc, je parle du dialogue de M. Kabila. Et donc, nous le rejetons. Nous confirmons le rejet. Donc, avant, la position que nous avions avant la rencontre égale la position que nous avons après. C'est ce que nous avons tenu à dire. C'est simple. Alors, c'est que je voudrais que c'est quand même une précision. Quand vous dites que le dialogue c'est une vertu, c'est bien de continuer à parler, même ceux qui sont au niveau de disons des anti-dialogues, ils reconnaissent les vertus du dialogue, mais on pourrait facilement vous répondre oui, mais le dialogue comme façon d'échanger, on peut comprendre. Mais ici nous sommes dans une posture de dialogue institution, c'est-à-dire qui est comme un passage obligé pour trouver une solution. Or, cette solution-là est envisagée avec une échéance quelque part. Et l'échéance est en train de courir. Donc, c'est pourquoi on vous pose la question, parce que vous avez déjà donné plusieurs ultimatums qui n'ont pas été respectés, et vu la situation telle qu'elle se présente pour le moment, est-ce que vous êtes toujours dans cette logique de ce dialogue institution pour trouver les problèmes entre Congolais, ou bien finalement il faut oublier cette histoire? Oui, je reste, je vous l'ai dit, je suis toujours dans cette logique, mais maintenant peut-être avec un autre contexte. Parce que manifestement, M. Kabila durcit le ton, durcit sa position et ne voudra jamais d'un dialogue dans lequel on va le convaincre à respecter les textes fondamentaux du pays, c'est-à-dire la Constitution. Et donc, puisqu'on n'en sera pas là, donc il faudrait utiliser des méthodes qui vont le pousser à s'en convaincre et donc à accepter de jouer le jeu. Et donc pour moi, c'est d'aller dans une sorte d'épreuve de force qui va de nouveau rétablir les rapports de force et lui montrer qu'il a intérêt à partir pacifiquement plutôt que dans la violence, dans la brutalité qui serait regrettable pour tous. Et si on vous comprend très bien, les preuves de force, ça pourrait être par exemple quoi? Parce qu'au sein même de l'UDPS, on a dit non, mais voilà, nous ne voulons pas parce qu'on ne veut pas mettre les enfants dans la rue pour qu'ils... Des actions pacifiques de tout genre, des actions pacifiques. Déjà, le rassemblement de tous ceux qui veulent le respect de la Constitution, c'est déjà un appel, ou je veux dire une démonstration de force, déjà. Un tel rassemblement
c'est déjà quelque chose. Et je vais anticiper sur sûrement quelque chose que vous allez me demander. C'est pourquoi nous avons commencé à prendre langue avec certains amis de l'opposition, certains frères d'autres partis politiques. Vous m'avez vu sur des photos avec des images avec Monsieur Vital Kamerhe, messieurs Vital Kamerhe et Moïse Katumbi. Ben, je crois que nous sommes en train déjà de discuter, d'échanger. On va y revenir justement parce que quand vous parlez des rassemblements, vous avez dit on vous a vu avec Moïse Katumbi et Vital Kamerhe, mais ce qui est un peu ambigu dans cette histoire, c'est que la position officielle de l'UDPS, c'est celle de ne pas faire partie du Front citoyen. Or, vous êtes avec des gens qui sont du Front citoyen. Est-ce on pourrait comprendre que déjà c'est l'entame d'une action pour l'intégration de l'UDPS dans le Front citoyen? Enfin, Fabien, nous sommes Congolais d'abord et tous les Congolais ont le droit de se rencontrer, de discuter. Moi, j'ai déjà rencontré des gens du camp de M. Kabila, sans être pour autant du camp de M. Kabila. Nous avons eu des séances de travail à 2 reprises à Venise et Ibiza avec des émissaires de M. Kabila, mais est-ce que ça faisait de nous pour autant des gens de ce camp-là? Non, nous sommes Congolais. Mais ici c'est différent, excusez-moi de vous couper, ici c'est différent. De vous rencontrer et de parler du pays. Oui, mais tout à fait normal, mais... Quel est le texte de loi qui interdit ça? Non, il n'y a pas interdiction, mais la seule différence, c'est qu'ici, vous avez une action commune. On vous a vu lancer un slogan, Pasinayo, Pasinanga, Pasinange, Pasinamono, Mate Soyako, ainsi de suite. Maintenant, c'est-à-dire que là, vous êtes dans une action commune, vous avez commencé des actions communes avec l'UNC, avec... En tout cas, nous, à l'UDPS, nous n'allons pas le tolérer. Nous n'accepterons pas de glissement, d'autant plus que ceux qui sont les auteurs de ce glissement, c'est ceux qui sont au pouvoir actuellement, qui ont tout fait pour ralentir la machine, qu'on n'en arrive pas là, et qui en fait sont en train de nous rire au nez en disant ben voilà, venez nous chercher quoi. Donc je trouve que c'est non seulement de la provocation, mais c'est même un jeu dangereux auquel ils jouent. Ils ne retiennent aucune leçon de l'histoire de ce pays et même du monde, parce que on ne s'est pas moqué comme ça tout le temps de tout le monde et pendant un temps indéfini. Il arrivera le moment où ils arrêteront de rigoler. Et c'est ce que nous voulons leur éviter. Maintenant, eux, ils pensent que nous les détestons ou que nous les combattons, mais ce n'est pas vrai. Nous voulons sauvegarder la paix, la sérénité, la stabilité de notre pays. Il ne faut pas qu'à toutes les échéances, ce soit des occasions des occasions de deuil, des occasions de malheur, comme des blessures ou par balle, etc., ou des bagarres inter-bandes ou inter-tribales. Voilà, donc il faut vraiment éviter tout ça, et je pense que nous allons tout mettre en œuvre pour l'éviter, et je suis sûr que nous allons y réussir. J'espère que vous serez en tout cas entendu. Nous allons terminer parce que normalement nous avons cette émission pour au moins 30 minutes. Quelques questions d'actualité. Vous allez réagir notamment à l'annonce du verdict en ce qui concerne l'affaire Jean-Pierre Bemba à La Haye. Jean-Pierre Bemba qui est un poids lourd de l'opposition. Soyez sincères, vous voulez l'avoir avec vous comme concurrent politique ou bien vous voulez le voir peut-être écarté de la course à la magistrature suprême? Bah, écoutez, moi, ma sincérité, moi, je vous la renvoie dans mes dires. Moi, depuis toujours, j'ai dit, ce fils du pays est gardé injustement dans les geôles de la CPI. Et c'est révoltant parce que il a perdu maintenant 7 ans de sa vie pour une affaire loufoque. Enfin, je trouve que c'est choquant. Il mérite de sortir de là, et tant mieux, surtout pour sa famille. Je sais ce que c'est que d'avoir un père emprisonné injustement. Je sais ce que c'est. Donc, je serais vraiment heureux pour les siens qu'il soit libre. Après ça, bon, s'il choisit de nous rejoindre, gloire à Dieu. S'il choisit d'aller dans le camp de nos concurrents, mais c'est ça la démocratie, c'est ça que nous voulons.
Que le peuple s'exprime. S'il va dans le camp de nos adversaires, tant mieux. Il peut aussi choisir son camp, un camp médian. Il est libre. Oui, par exemple, il peut. Vous savez, notre bagarre, notre combat à nous, depuis que l'UDPS est né, depuis que 13 valeureux fils de ce pays avaient lancé la fameuse lettre ouverte et puis qui a ensuite engendré l'UDPS et tout ce qu'on connaît. Mais notre combat, c'est pour avoir un état de droit, pas un état de privilège avec une clique qui a des avantages et les autres qui sont désavantagés. Non. Nous voulons les règles du jeu, les mêmes règles du jeu pour tout le monde. Et c'est ça notre combat aujourd'hui. C'est ça que nous essayons d'expliquer à Kabila. Qu'il aura sa place dans la République de demain s'il joue le jeu. Le pouvoir, c'est pas simplement fait pour une catégorie de gens et pas pour les autres. Le pouvoir, c'est quand le peuple décide de vous l'attribuer. C'est ça que nous voulons. À partir de ce moment-là, fraternellement, nous irons à la compétition et celui qui gagne, ce sera une victoire pour le Congo. Nous allons tous l'accompagner, le respecter en tant que président ou présidente de la République pendant le mandat qui sera le sien. Et ensuite, on va aller à des échéances et ainsi de suite pendant des siècles et des siècles. Voilà, le pays va enfin connaître sa stabilité. C'est ça que nous voulons. Donc vraiment, pour Jean-Pierre Bemba, je lui souhaite toutes les bonnes choses, sa libération. J'espère que, en tout cas, j'aurai l'occasion d'aller le saluer et de le lui dire de vive voix. Voilà, donc vraiment, je le souhaite de tout cœur. Absolument. Alors, par rapport à l'alternance, ça sera la dernière question. En 2011, je me souviens encore vous avoir fait une proposition. Je ne sais pas si vous vous en souvenez encore. J'en ai même parlé à Vital Kamere quand il a fait une conférence à l'hôtel Ton. On s'est dit, mais parce que les hommes politiques congolais, vous ne me faites pas confiance, est-ce qu'il n'y a pas moyen de battre campagne avec un gouvernement préformé? C'est-à-dire, on sait que tel sera président de la République, tel autre Premier ministre, tel autre président de l'Assemblée nationale, et ainsi de suite. Ça mettrait le camp en face dans une situation aussi de fait accompli, parce que vous êtes déjà organisé. Est-ce que maintenant, quand vous allez ensemble comme ça, pour éviter qu'il y ait des fissures après, vous êtes garanti des postes, parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit, il ne faudra pas qu'on puisse le nier, ou des rôles en ce qui concerne l'après-alternance, si jamais elle a lieu, ou même bien avant l'alternance, pour que vous puissiez la conquérir en tout cas ensemble. Est-ce que vous êtes déjà garanti des rôles qui feront que, qu'il n'y ait pas après des gens qui soient frustrés, qui peut-être vont encore danser du côté de l'autre camp? Vous savez, moi, je crois que ce n'est pas ça. C'est pas une question de confiance qu'on se fait. Oui, il y a peut-être de ça dans ce que vous dites. Mais la vraie raison, moi, je crois qu'elle a toujours été extérieure. Pas extérieure dans le sens de la communauté internationale, mais extérieure à la... Comme Moïse Katumbi, certainement les deux qui sont du Front citoyen. Or, c'est vous qui êtes à l'extérieur du Front citoyen, donc on pourrait comprendre que désormais, s'il n'y a pas un autre son des cloches au niveau de l'UDPS, donc l'UDPS et les autres sont pratiquement sous la même longueur d'onde en ce qui concerne les actions au Front citoyen. Écoutez, d'abord, je ne pense pas qu'il faille faire partie du front citoyen pour commencer à comprendre qu'il faut se mettre ensemble et lutter contre une certaine tendance à vouloir ramener la dictature dans notre pays. Je ne pense pas. Ensuite, je ne suis pas, moi, président de l'UDPS, et ce n'est pas à moi qu'appartient la décision d'adhérer ou pas au Front citoyen. Et enfin, je vous dirais, nous n'avons aucune... il n'y a aucune hostilité à l'égard du Front citoyen, parce que les initiateurs du Front citoyen, notamment les jeunes de Filimbi et d'autres personnalités de la société civile, je pense ici à monsieur Paul Nsapou du FIDH, ont déjà été reçus et à plusieurs reprises par monsieur Étienne Tshisekedi, notre président, depuis qu'il y a eu cette réunion de l'île de Gorée. Donc c'est vous dire que nous ne sommes pas du tout en rupture avec eux. Donc ils vont dans le même sens que nous. On peut avoir une convergence parallèle, chacun dans son camp, mais visant le même objectif. Donc ça, il n'y a aucun problème. Donc, on n'a pas besoin de décréter ici. Et c'est donc pareil pour messieurs Kamere et Katumbi que j'ai rencontrés. C'est parce que à un moment donné, nous nous disons,
ce qui nous rassemble est plus important et plus nombreux, en tout cas, que ce qui nous divise. Donc, autant alors aller vers ce qui nous rassemble. C'est beau à entendre, mais en même temps, pour ceux qui ont suivi l'évolution au niveau du DPS, surtout en ce qui concerne les actions à mener avec les autres forces de l'opposition, très souvent, on vous a mis dans une situation d'inutilité marginale par rapport à la position du parti. Vous êtes allé à Gorée. Après, il y a eu un communiqué du parti que vous êtes allé à titre personnel. Aujourd'hui, vous êtes avec Moïse Katumbi et Vital Kamerhe. Et la première question, c'est toujours à titre personnel. Est-ce qu'il n'y a pas encore à craindre que demain nous apprenions que non, ben voilà, l'UDPS se distance de la position ou disons de l'attitude de Félix Tshisekedi par rapport à ses pairs politiques qui ont été précités ici? Bon, vous avez utilisé un terme qui m'a un petit peu étonné. Vous parlez d'utilité marginale, ça m'étonne. Le premier diplomate du parti peut être d'une utilité marginale au sein de sa formation. Ça m'étonnerait. Dans l'hypothèse où il y a eu contestation de votre engagement par rapport aux citoyens. Ceux qui ont contesté, d'abord, ils en ont le droit. Hein, je n'ai pas à leur empêcher de le faire. Et ensuite, à mon avis, ils étaient dans l'ignorance. Parce qu'à partir du moment où on sait que le président du parti se trouve en ce moment à Bruxelles, avant de faire une telle sortie, on se renseigne d'abord auprès du président pour savoir s'il était au courant de cette démarche et si, oui ou non, il l'avait autorisé. Et c'est quand on a la confirmation que le président ne l'avait pas autorisé qu'on peut dire qu'il s'y était rendu à titre personnel et puis. Donc moi, avant de partir à Gorée, j'en ai parlé au président, je suis allé lui dire au revoir, la veille de mon voyage, et à mon retour, le même jour, après m'être reposé, je suis rentré le voir pour lui faire rapport de ce que j'ai fait. Ce que je n'avais pas obtenu de lui et que j'ai toujours dit, c'est le mandat d'engager l'UDPS dans le Front citoyen. Et je l'ai toujours dit. J'ai signé la déclaration parce que elle reprenait toutes les idées, les aspirations, enfin de toutes ces résolutions que nous avions voté, adopté, mais je n'avais pas le mandat de signer l'engagement du parti dans le Front citoyen. Et je l'ai dit dans le forum, tous les amis qui ont participé vous le confirmeront, je l'ai dit, j'ai dit, je m'abstiens parce que je n'ai pas reçu ce mandat. Certains, d'ailleurs, des amis disaient, ah non, mais écoutez, laissez-le prendre quelques minutes, allez appeler le président en Belgique. Je dis non, ça se passe pas comme ça, je dois faire un rapport complet de la situation avant et puis ça se passera pas par téléphone, ça se fait pas comme ça. Donc voilà. Est-ce que ceci ne démontre pas une lutte d'influence entre le secrétariat national du parti et le secrétaire national aux relations extérieures? Non, pas du tout. Je crois qu'il y a eu simplement des maladresses. Ça arrive, c'est humain. Ce sont des maladresses. Vous savez, nous apprenons tous la politique, nous apprenons tous la technique de communication, etc. On ne maîtrise pas tout ça tous les jours. Donc, c'est normal. On peut, et puis vous, les journalistes, on vous connaît, hein. Donc, vous avez toujours des petites questions comme ça pernicieuses. Il se pourrait que, bon, on ait taquiné l'auteur de ces propos en lui posant quelque chose qui a dû le pousser à devoir se mettre sur la défensive en disant ah non écoutez ça n'engage que Félix, etc. Donc c'est pour ça que je dis c'est par ignorance à mon avis qu'il l'a fait, parce que on ne peut pas remettre en cause une autorisation donnée par le président. Alors, vous avez rencontré Vital Kamerhe, vous avez rencontré Moïse Katumbi. Est-ce que c'est les débuts d'un partenariat politique ou bien c'est tout simplement par rapport à l'objectif de l'alternance? Moi, je ne vais pas vous le cacher, mais c'est mon avis, évidemment pas celui de l'UDPS. Oui, je voudrais que ce soit le début d'un partenariat. D'autant plus que mes interlocuteurs, eux, sont d'accord avec ce partenariat et l'offre à l'UDPS. Donc moi je crois que oui, il faut le faire. Pourquoi il faut le faire? Pas pour